Je vous lis le début du Lenz de Büchner. Le 20 janvier, Lenz partit dans la montagne. Sommet et au plateau sous la neige, pentes de pierres grises tombant vers les vallées, étendues vertes, rochers et sapins. Il faisait un froid humide. L'eau ruisselait des rochers, sautait sur le chemin. Les branches des sapins pendaient lourdement dans l'air saturé d'eau. Des nuages gris passaient dans le ciel, mais tout était si opaque. Et puis le brouillard montait, accrochant aux buissons sa lourde humidité, si paresseux, si gauche. Il poursuivait sa route avec indifférence. Peu lui importait le chemin, tantôt montant, tantôt descendant. Il n'éprouvait pas de fatigue, mais seulement il lui était désagréable parfois de ne pas pouvoir marcher sur la tête. Au début, il se sentait oppressé. Lorsque les pierres se mettaient à rouler, lorsque la forêt grise s'agitait à ses pieds et que le brouillard tantôt engloutissait toutes les formes, tantôt découvrait à demi ses membres gigantesques. Il se sentait le cœur serré. Il cherchait quelque chose comme des rêves perdus, mais il ne trouvait rien. Tout lui paraissait si petit, si proche, si mouillé. Il aurait aimé mettre la terre derrière le poêle. Il ne comprenait pas comment il lui fallait tant de temps pour dévaler une pente et atteindre un point éloigné. Il pensait devoir tout enjamber en quelques pas. Parfois seulement, lorsque la tourmente rejetait les nuages dans les vallées et que leur vapeur remontait le long de la forêt, lorsque dans les rochers des voix se faisaient entendre, tantôt pareilles au grondement du tonnerre au loin, tantôt déchaînant tout près leur mugissement puissant avec des accents tels qu'elles semblaient vouloir, dans leur sauvage allégresse, chanter la terre. Lorsque les nuages s'approchaient en bondissant comme des chevaux effarouchés qui hennissent, et qu'alors le soleil surgissait, traversant la nuée pour tirer sur la neige son épée étincelante si bien qu'une lumière aveuglante des sommets aux vallées tranchait l'espace et l'illuminait, ou bien lorsque la tempête écartait les nuages et y déchirait un lac d'un bleu limpide, que le vent se taisait et que du fond des ravins et du faîte des sapins montait comme une berceuse ou un carillon. Lorsqu'une légère lueur rouge se glissait sur le bleu profond et que de petits nuages passaient sur des ailes d'argent et que bien loin, sur tout le paysage, les sommets se détachaient, étincelants et fermes. Il sentait sa poitrine se déchirer. Il se tenait haletant, le buste plié en avant, bouche bée, les yeux exorbités. Il lui semblait qu'il dût laisser pénétrer l'orage en lui et accueillir toute chose. Il s'étirait et s'étendait par-dessus la terre. Il s'enfonçait dans l'univers. Cette volupté lui faisait mal. Ou bien il s'arrêtait, posait la tête dans la mousse et fermait à demi les yeux. Les choses alors se retiraient de lui, la terre cédait sous son corps, devenait petite comme une planète errante, puis plongeait dans le grondement d'un torrent dont les flots clairs passaient à ses pieds. Mais ce n'était que des instants. Il se relevait alors, l'esprit dégrisé, clair, ferme et paisible, comme s'il avait eu sous les yeux un théâtre d'ombre. Il ne se souvenait de rien. Vers le soir, il parvint au sommet de la chaîne, sur le champ de neige d'où l'on redescend à l'ouest vers la plaine. Il s'assit. Avec le soir, tout était redevenu plus calme. Les nuages étaient figés, immobiles dans le ciel. Il n'y avait à perte de vue que des sommets d'où partaient de vastes pentes et tout était si calme, gris, dans le crépuscule. Il se sentit effroyablement solitaire. Il était seul, tout seul. Il voulut se parler à voix haute, mais il ne le pouvait pas. À peine osait-il respirer. Son pied, qu'il pliait sous lui, faisait un bruit de tonnerre. Il dut s'étendre, une angoisse le saisit dans ce néant. Il était dans le vide. Il bondit sur ses pieds et se mit à dévaler la pente. L'obscurité était venue. Le ciel et la terre se confondaient. On aurait dit que quelque chose le poursuivait, que quelque chose d'effroyable allait l'atteindre, quelque chose que les hommes ne peuvent supporter, comme si la démence montée sur ses chevaux lui donnait la chasse. Enfin, il entendit des voix.
Il vit des lumières. Il se sentit allégé. On lui dit qu'il était encore à une demi-heure de Waldsbach. Il traversa le village. Les lumières brillaient derrière les fenêtres. En passant, il jetait un regard dans les maisons. Enfants à table, vieilles femmes, jeunes filles, visages tout empreints de paix et de calme. Il pensa que la lumière devait émaner d'eux. Il se sentit soulagé et bientôt, il fut au presbytère de Waldbach. On était à table. Il entra. Les boucles blondes de ses cheveux encadraient son visage blême, ses yeux et sa bouche tressaillaient, ses vêtements étaient déchirés. Oberlin lui souhaita la bienvenue. Il le prenait pour un artisan. « Soyez le bienvenu, bien que je ne vous connaisse pas. Je suis un ami de Kaufmann. Je vous transmets ses salutations. Vous plairait-il de me dire votre nom ? Lenz. Ah, ce nom n'est-il pas imprimé ? N'ai-je pas lu quelques drames que l'on attribue à quelqu'un de ce nom ? Si. Mais ayez l'obligeance de ne pas me juger d'après cela. » On continua la conversation. Il cherchait ses mots, puis racontait très vite, mais il était au supplice. Peu à peu, il se calma. La chambre baignait de mystère et les visages paisibles qui se détachaient de l'ombre. Le clair visage d'enfant sur lequel semblait se reposer toute la lumière, qui levait un regard curieux et confiant, et la mère assise au fond dans l'ombre avec une tranquillité angélique. Il se mit à parler de son pays. Il dessina toutes sortes de costumes, on se pressait autour de lui avec intérêt. Il était déjà chez lui. Son pâle visage enfantin souriait maintenant. Quelle vivacité! Dans ses récits, il s'apaisa. Il lui semblait que de vieilles figures, des visages oubliés sortaient de nouveau pour lui de l'ombre. Il entendit des chansons d'autrefois. Il était loin, bien loin. Voilà. Et donc ça, c'est les premières pages, les toutes premières pages de ce texte-là. Et je ne sais pas, pour moi, c'est comme si... Il faut penser à ce qu'était la littérature à cette époque-là. Magnifique, elle était. Et il ne s'agit pas pour moi de dégommer Goethe, Chateaubriand, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de voir que c'est comme un palier d'où elle a dû descendre, d'où il fallait qu'elle descende. Et celui qui descend, c'est Büchner, en emboîtant le pas à Lenz. Et il est le premier à le faire, et il le fait bien avant tout le monde. Et c'est ça que je trouve tellement bouleversant dans ce qu'il écrit. Parce qu'en plus, il le fait comme innocemment, c'est pas un gars qui lance un mouvement d'avant-garde, comme ça. C'est une espèce de solitude, mais une solitude non spectaculaire, en fait. Celui d'un étudiant qui s'exile, etc. Il n'y a aucune posture, quoi. Et quelque chose de tout à fait bouleversant.